Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Valéria Rodriguez, responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Havelaar, à l'initiative d'une initiative citoyenne européenne, une pétition pour exiger des salaires vitaux pour celles et ceux qui fabriquent nos vêtements. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur les liens entre financement participatif et économie durable. Le crowdfunding a soutenu plus de 168 000 projets l'an dernier en France. Combien sont durables et responsables? Réponse tout à l'heure. Et puis, la start-up du jour, c'est Lilaea qui développe des solutions de surveillance des milieux aquatiques. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est Smart Impact. Bonjour Valéria Rodriguez, bienvenue. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Thomas, merci et merci de nous inviter. Vous êtes donc responsable du pôle plaidoyer mobilisation au sein de l'ONG Max Havelaar qui agit notamment avec le label Fairtrade Max Havelaar pour développer, je le rappelle, le commerce équitable, respectueux des droits humains et de l'environnement. Et vous avez lancé le 19 juillet dernier avec Fashion Revolution France une initiative citoyenne européenne intitulée Good Clothes Fair Pay. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit d'un outil de démocratie citoyenne, de démocratie participative. C'est-à-dire qu'on a tous en Europe, peut-être qu'on le sait, on ne le sait pas, on a la possibilité en Europe de lancer des initiatives citoyennes pour demander à la Commission européenne de se pencher sur une question et d'imaginer peut-être, si elle le considère nécessaire, une législation pour nous tous, pour les Européens. Donc c'est avant tout cela. Oui, on est dans un cadre précis qui est le cadre de l'initiative citoyenne européenne. Ce n'est pas une pétition comme une autre, c'est vraiment, les signatures vont être validées par l'Union européenne, etc., pour que ça soit légal. Donc nous avons le challenge d'obtenir 1 million de signatures pendant l'année qui vient. Et qu'est-ce qu'on demande ? C'est, j'imagine, ce que vous voulez savoir. Ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait une législation qui oblige les entreprises à avoir un devoir de vigilance, à s'assurer le plus possible et à mettre tout en place pour que les travailleurs et les travailleuses du secteur textile partout dans le monde, là où les entreprises européennes font leur approvisionnement, puissent avoir un salaire vital. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire vital ? Parce qu'on a tous, par exemple, en France, on connaît le SMIC, c'est le salaire minimum. Dans tous les pays, il y a à peu près, c'est rare le pays dans le monde où il n'y a pas un salaire minimum légal. Mais le salaire minimum légal dans certains pays, il n'est pas vital, il suffit pas à vivre. Il n'est pas vital. Par exemple, on va voir un pays comme l'Inde. Il est très connu, l'Inde. On produit beaucoup de nos vêtements en Inde. En Inde, le salaire perçu par les travailleurs normalement est autour de 110-120 euros. On calcule que le salaire vital serait de 320, donc x 3. Voyez ? Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un salaire vital finalement ? Un salaire vital, c'est pour nous avant tout un droit humain. Parce que on le sait peut-être pas ou on l'a oublié, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que toute personne a droit à une rémunération équitable qui lui permette de vivre dans la dignité et d'assurer sa santé, sa sécurité, d'avoir le bien-être, etc. Ben ça, c'est un salaire vital. C'est-à-dire que je peux puis vivre dans un pays donné, donc on le calcule. Hein. En Inde, ça va pas être la même chose qu'en Bangladesh, qu'en France, qu'en Équateur, etc. Et donc on le calcule, je dois pouvoir vivre décemment, avoir un toit, envoyer mes enfants à l'école, avoir droit à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, avoir même aussi de l'argent pour subvenir à des imprévus dans la vie, donc pouvoir épargner. C'est-à-dire le minimum vital pour vivre. Si je reprends l'exemple de l'Inde, ça voudrait dire quoi ? Il faudrait tripler le salaire des travailleurs, et d'ailleurs ce sont souvent des femmes, des travailleuses du textile ? Oui, tout à fait. Et vous faites bien de le dire que ce sont surtout travailleuses, parce que dans l'industrie du textile, 80% des travailleurs, ce sont des femmes. Et donc ça permettrait aussi effectivement d'améliorer le niveau de vie, mais aussi de lutter contre les inégalités hommes-femmes fortement. Alors, donc il y a cette pétition qui a été lancée. Vous avez 1 an pour atteindre ce seuil du million de signatures. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne doit forcément
changer le règlement et prendre des décisions, ou est-ce que c'est simplement incitatif? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, la Commission ne doit pas forcément changer la réglementation ou la loi, mais elle doit forcément, c'est-à-dire que le million de signatures de citoyens européens qui ont signé l'oblige à présenter la pétition et à présenter la proposition au Parlement européen, au Conseil européen, etc., à toutes les instances européennes. Donc, il est dans l'obligation de le présenter. Il est dans l'obligation de faire l'analyse de la question, de se pencher dessus. Mais bien évidemment, à la fin des fins, elle pourrait dire non, nous ne considérons qu'il n'y est pas nécessaire de faire une législation dans ce sens. Mais bon, voilà, nous, on croit que l'environnement est plutôt favorable parce que, comme vous le savez, la Commission a lancé une proposition de directive sur le devoir de vigilance générale pour les entreprises, pour la durabilité des entreprises en Europe. Et en France, nous avons une loi sur le devoir de vigilance, il y en a dans d'autres pays européens, etc. La législation est de plus en plus forte en termes de droits humains, donc nous pensons que c'est quand même un environnement favorable. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer après? C'est-à-dire que les marques qui ne respectent pas cette directive, imaginons que ça aboutisse à une directive, elles pourraient voir le marché européen se fermer, c'est ça? Alors, ce qui se passerait, c'est que ce que nous demandons, c'est que toutes les entreprises mettent en place toutes les mesures nécessaires, s'assurent de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que les salaires vitaux puissent être payés tout au long de leur chaîne d'approvisionnement aussi, parce que les chaînes d'approvisionnement du textile sont très très longues. Donc, qu'ils puissent s'assurer de cela. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise qui n'aurait pas, que s'il y a un fournisseur, par exemple, d'une entreprise finit par ne pas respecter, qui serait complètement bloqué. Mais il faut que les entreprises, ça changerait le logiciel des entreprises parce qu'elles seraient obligées de tout mettre en œuvre. Et quand on dit tout mettre en œuvre, ça veut dire aussi, par exemple, changer leurs pratiques commerciales. Parce que nous considérons que les pratiques commerciales ont une incidence dans la question des droits humains. Par exemple, quand on peut rompre un contrat du jour au lendemain, quand on peut mettre des délais extrêmement courts pour la production, quand on dit qu'il faut produire de plus en plus à plus bas coût, etc., tout ça est source de violations de droits humains, de journées très longues, de salaires bas, de travail des enfants, etc., etc. Mais il y a aussi un aspect pédagogique, parce qu'on on voit que les adolescents, et particulièrement les adolescentes, pour des questions de budget le plus souvent, mais aussi de mode, c'est-à-dire de propositions constamment renouvelées, elles vont vers l'ultra fast fashion aujourd'hui. C'est ce qui marche le mieux. Malheureusement, il faut le dire, donc sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a aussi un aspect pédagogique dans une démarche comme celle-là. Tout à fait, parce que du coup, nous sommes en train de parler à tous les citoyens européens, de leur demander de prendre peut-être conscience aussi de ce qui se passe dans la fast fashion. Nous, on pense que la fast fashion est vouée à disparaître et on l'espère vraiment. Moi, Thomas, je suis assez optimiste parce que malgré le fait que la fast fashion continue à fonctionner énormément, et bien évidemment, la proposition qu'on met ici sur la table, quand on parle de salaires vitaux pour toutes les chaînes d'approvisionnement, on est en train de dire que le modèle doit changer et que le modèle de la fast fashion ne peut pas fonctionner parce que, évidemment, un t-shirt à 2 ou 3 euros ne pourra pas continuer à exister. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans une perspective de moyen terme, mais à court terme, c'est pas ce qui se passe. Non, à court terme, je ne vais pas encore citer la marque, parce que je l'ai cité plein de fois, et voilà, mais il y a une marque chinoise qui a fait irruption sur le marché français, ce que je disais, et les adolescentes, c'est la première marque des adolescentes françaises aujourd'hui, en quelques mois, parce que le prix et le renouvellement des gammes. Oui, et en même temps, j'espère qu'on voit aussi le développement de toutes les friperies qui sont aussi remplies de jeunes qui souhaitent utiliser des vêtements de seconde main. Je pense aussi à toutes les influenceuses qui apprennent aux jeunes filles à fabriquer leurs propres vêtements. C'est quelque chose qui ne se passait pas il y a quelques années. Faire ses propres vêtements était démodé. Ça commence à être à nouveau à la mode. Je vous l'accorde. C'est encore minoritaire. Mais toutes ces démarches-là, le réemploi, la friperie, la couture soi-même, tout cela devrait nous permettre aussi de, quand on va acheter un vêtement neuf, acheter un vêtement qui m'assure que les travailleurs, les travailleuses et que les conditions sociales ont été respectées tout au long de ces chaînes d'approvisionnement. Je voudrais terminer sur l'effet de la crise Covid sur la situation dont on parle. Ça a aggravé la situation ?
Énormément. La crise Covid a été terrible pour toute l'industrie textile, surtout dans les pays en développement, dont vient la majorité de nos vêtements, il faut se le dire. Ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas le droit au chômage, etc. Et donc les usines se sont arrêtées du jour au lendemain parce que justement les entreprises ont arrêté les contrats du jour au lendemain. Donc il y a eu des milliers de travailleurs et des travailleuses qui se sont retrouvés tout simplement sans revenus. On termine, merci beaucoup Valérie Rodriguez, on termine pour peut-être donner l'adresse. Comment soutenir cette initiative citoyenne européenne? Alors il faut aller chercher Good Clothes Fair Pay, ou sinon tout simplement sur le site internet de Max Havelaar France ou sur le site internet de Fashion Revolution France, vous allez trouver toutes les informations pour signer et on vous invite à signer nombreux. On attend la vôtre cet après-midi. Ça saurait tarder, merci beaucoup. Merci Valérie, à bientôt. On passe à notre débat, le financement participatif en soutien de l'économie durable. C'est parti. Le débat de ce Smart Impact consacré donc au financement participatif, l'économie durable avec Alexandre Lang, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tudigo et Simon Robin, bonjour, bienvenue à vous aussi, cofondateur de Tic Tac Trip. On va présenter vos entreprises respectives pour commencer, pour savoir, voilà, poser le décor, savoir d'où l'on parle. Tudigo, c'est quoi Tudigo? Alors Tudigo, c'est la plateforme où se rencontrent des entrepreneurs, des entreprises prometteuses, ambitieuses, engagées en recherche de financement d'un côté et de l'autre des épargnants, des investisseurs désireux d'épargner de manière avec du sens dans des entreprises en échange de contreparties financières. Oui, il y a eu un petit peu un repositionnement de Tudigo l'an dernier, c'est ça? Avec quelle philosophie, quelles ambitions? Tudigo est une entreprise qui existe depuis maintenant bientôt 10 ans, qui s'était lancée sur le crowdfunding sous sa version initiale de don contre don, où les gens soutiennent à hauteur de 10, 20, 50 euros en échange d'un produit, d'un service. Donc par exemple, je soutiens le restaurant qui va ouvrir, et puis quand il ouvre, j'ai un repas. Et puis on a pivoté vers de l'investissement, investissement en actions, donc entrée au capital d'entreprise en croissance, et investissement sous forme de prêts obligataires, donc prêts à des entreprises sur des durées de 12 à 36 mois, avec des rendements compris entre 8 et 12%. Et avec une dimension transition environnementale. Oui, c'est-à-dire qu'on vient financer... La durabilité, elle est présente dans tous les projets. Absolument. Donc c'est-à-dire qu'on vient financer à la fois des entreprises qui sont déjà 100% impact, qui sont déjà à fond sur ce sujet-là, mais également des entreprises qui sont en transition, qui sont en amélioration et qu'on engage sur des objectifs de transition environnementale. Allez, même question pour Tic Tac Trip, Simon Robin, de quoi s'agit-il? Écoutez, Tic Tac Trip, c'est une plateforme de réservation pour tous les trajets terrestres, donc le train, le bus, le covoiturage, mais aussi les combinaisons de ces moyens de transport. Donc un exemple typique, c'est en général, si vous voulez aller au ski, vous avez besoin de prendre un train, puis après une navette pour aller directement. Et ça, c'est possible chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau durable, parce que par exemple, pour les stations de ski, 57% de leur impact carbone est lié au transport, parce que tout le monde vient en véhicule particulier. Et c'est là où on tire notre épingle du jeu. C'est vrai aussi pour les grands événements sportifs d'ailleurs. Vous avez travaillé avec Tudigo pour une levée de fonds participative. Comment ça s'est passé et surtout avec quel objectif? Alors, on allait voir Tudigo à la base, notamment parce qu'on voulait des investisseurs qui étaient acteurs, des investisseurs qui allaient pouvoir nous faire des retours sur le produit, nous dire voilà, nous ce qu'on aimerait voir c'est ça, c'est comme ça qu'on va avancer. On veut vraiment des investisseurs investis, on va dire. Oui, ok. Donc ça c'est la raison du choix. Qu'est-ce que vous allez, quel objectif de la levée de fonds, quel montant et pour faire quoi? C'est une levée de fonds d'un petit peu moins de 2 millions d'euros. L'objectif c'est évidemment continuer de croître parce qu'on a une très belle croissance, c'est améliorer notre produit et c'est se développer suffisamment pour en fait aider tous les offices de tourisme à avoir accès à nos services, à intégrer de plus en plus de moyens de transport, de navettes régionales, de navettes locales, pour vraiment mieux desservir la France et au global l'Europe. Quelques chiffres sur le financement participatif en France, une augmentation de la collecte importante l'an dernier, 84% par rapport à 2020, ce sont les chiffres 2021, 1,880 milliard de fonds collectés et plus de 168 000 projets financés, avec une part des financements durables des financements de projets durables, c'est 45% des projets, 23% du volume. Ça veut dire que ce sont souvent entre guillemets, des
petits projets? Parce que il y a un décalage entre le volume et entre le nombre et le volume. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple ces chiffres de 168 000 projets, vous avez là-dedans tous les projets qui collectent sous cette forme de crowdfunding, du don contre don, qui était la forme originale du crowdfunding. Et donc nous, par exemple, sur Tudigo, finalement, en 10 ans, on a financé 2000 entreprises. Et dans les 2000, il y en a 1990 sous la forme, 1900 sous la forme du don contre don et une centaine en investissement. Donc le gros aujourd'hui en volume de projets, c'est le don contre don, mais c'est des petites collectes de 5 à 10 000 euros. Est-ce que c'est aussi le développement de l'économie sociale et solidaire que vous voyez poindre avec ces projets, ou pas forcément ? Pas forcément. Aujourd'hui, nous, on pense qu'aujourd'hui, un investisseur, un épargnant, il se tourne vers ce mode de financement et ces entreprises-là. Parce qu'effectivement, il a cette envie de réconcilier recherche de rendement, épargne et ses valeurs, oui, mais également parce que la transition environnementale, l'impact, c'est l'économie de demain. Et quand on n'investit pas pour aujourd'hui, on investit pour demain. Et c'est le sens dans lequel on pense que va le monde. Et on voit d'ailleurs que ces entreprises-là, aujourd'hui, ont des performances qui sont supérieures aux entreprises qui n'ont pas inclus la dimension environnementale, sociale. Simon Romain, pourquoi vous avez un peu évoqué les raisons pour lesquelles vous avez choisi Tudigo, mais pourquoi du financement participatif ? Qu'est-ce que vous vouliez de plus ? Parce que vous auriez pu vous lancer dans une levée de fonds, on va dire, plus classique. On a fait en fait les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on a fait une levée de fonds classique avec des business angels individuels, avec potentiellement un fonds classique, mais aussi avec le financement participatif. Mais c'est vraiment pour avoir ces personnes qui ont des plus petits tickets, qui vont pouvoir nous faire des retours, qui pourraient être des utilisateurs de TicTacTrip et vraiment pouvoir créer notre communauté. En fait, ça va être la base de notre communauté sur laquelle on va grandir. Ça prend combien de temps, ça, un projet de financement comme celui-là et finalement la valorisation de cette communauté, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ce qu'est votre objectif initial ? Alors, le financement en tant que tel, je pense qu'il y en a pour à peu près 6 mois. Mais pour utiliser cette communauté et à faire grandir, je pense qu'on est sur 12 à 3 ans. C'est ça, un peu notre échelle. C'est quoi le ticket de base pour cette opération et puis peut-être plus généralement chez Tudigo ? Plus généralement chez Tudigo, les tickets par investisseur sont autour de 6 000 à 7 000 euros, avec des différences larges, parce qu'on a des investisseurs débutants qui vont mettre 1 000, 2 000 euros, et puis d'autres qui mettent des tickets de 20 000, 30 000, 50 000, même plusieurs centaines de milliers d'euros. Après, sur TicTacTrip, on était sur un ticket autour de 7 000 à 8 000 euros, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fonction de ce qu'on investit, on a un lien différent avec TicTacTrip, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, celui qui met 100 000, il va être un peu plus, entre guillemets, considéré que celui qui met 2 000 ? Écoutez, en théorie, non, pas du tout. Dans les faits, c'est vrai que quand une personne met plus de 30 000 euros, on va quand même venir la contacter en direct pour savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui lui parle, si elle a des contacts à nous partager, notamment pour mieux grandir. Donc, effectivement. Comment ça se passe sur le retour sur investissement ? Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire ce que ça... Parce que voilà, c'est aussi un investissement. Qu'est-ce que ça rapporte pour ceux qui font appel à Tudigo et au financement participatif ? Bien sûr. Donc, on a deux types d'investissements. L'investissement en obligation, on est sur des investisseurs qui recherchent un retour sur investissement à court terme, parce qu'on va avoir une durée d'investissement déjà définie, 12, 24, 36 mois, et un rendement déjà prédéterminé, 9%, 10%, 11%. Cela, on a évidemment des retours sur investissement, c'est les remboursements, et donc ce qu'on va regarder surtout, c'est est-ce qu'il y a des défauts, des retards, et donc aujourd'hui, on est sur 0% de défauts ou de retard, donc le rendement, il est déjà mesurable. Sur les investissements en actions, la perspective d'investissement est plutôt de 3 à 7 ans et en moyenne 5 ans. Donc on est sur un investissement qui est plus long avec une liquidité qui va se faire ou via des tours de financement auprès d'acteurs institutionnels qui vont racheter les plus petits, les investisseurs du premier tour, ou alors avec au bout de 5 ans, avec une clause de rendez-vous qu'on a en place sur l'intégralité des opportunités d'investissement qu'on présente chez Tudigo, qui prévoit une proposition de rachat aux investisseurs avec un minimum de rendement que l'investisseur peut accepter ou non, mais qui lui permet d'avoir cette porte de sortie déjà prévue à l'avance. Et pour compléter ça, on est en train de lancer un marché secondaire également qui va permettre aux investisseurs d'échanger beaucoup plus facilement les titres parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé sur les projets qu'on a financés il y a un peu plus de temps aujourd'hui. Est-ce que l'argument de la durabilité du projet, c'est un argument que vous mettez plus en avant qu'au départ, ou est-ce que c'est finalement
dans la création de Tic Tac Trip, c'était peut-être l'ADN ou l'argument principal? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça l'était depuis le début, mais ça prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on le voit aujourd'hui. Le marché il évolue de façon drastique. Les législations en France pour empêcher les avions quand il y a une alternative possible en train, par exemple. Là, on en parle aujourd'hui avec l'actualité, avec tout ce qui est sur le jet privé. Bien sûr. Pareil, si jamais il y a des trains qui sont disponibles. Donc là, ça bouge beaucoup. En fait, ça bouge beaucoup. Et donc c'est de plus en plus important pour nous, c'est de plus en plus important pour nos clients. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant de plus en plus. Ouais. C'est 2 millions d'euros, c'est ça, c'est l'objectif de la levée de fonds. C'est ça. Si vous les atteignez, vous savez précisément ce que vous allez en faire. Je sais pas, il y a du recrutement, il y a un positionnement stratégique différent, des clients nouveaux à cibler. C'est quoi l'idée? On les a atteints, effectivement. On les a atteints, ces 2 millions. Enfin, D'accord. un petit peu en dessous, c'est ce qui était prévu. On avait visé un 4, je crois, et on doit être à 1,7. D'accord, très bien. Donc oui, c'est recrutement technique, recrutement marketing. On a recruté notre directeur marketing qui a commencé d'ailleurs ce lundi. Bon. Donc voilà, qui a un gros chantier justement pour travailler sur notre communauté. Donc oui, c'est recrutement et construction vraiment de ça, du produit et de cette communauté. Le positionnement de la durabilité finalement des investissements chez Tudigo, dont on parlait tout à l'heure, c'est un vecteur de croissance qui est quand même assez frappant. J'ai lu que vous aviez levé quasiment autant d'argent au premier trimestre 2022 que pendant toute l'année 2021. Bah ouais, là on est sur. Ça continue depuis là. Ça continue, ouais. On est à entre x3 et x4 selon les mois par rapport à l'année dernière, qui elle-même était à x3, x4 par rapport à l'année d'avant. Donc on a constaté, malgré les différentes crises qui ont pu faire un peu peur, un regain d'investissement à chaque fois de la part de nos épargnants qui investissent et qui réinvestissent sur la plateforme. Et l'argument de la durabilité, oui, il est fort. Et il est fort aussi pour nous dans notre mission, parce qu'aujourd'hui, ce trimestre, on va déployer un bilan carbone sur l'ensemble des entreprises du portefeuille, grâce à une entreprise d'ailleurs qu'on a financée qui s'appelle Sami et qui propose avec un logiciel SaaS de calculer le bilan carbone des entreprises, ce qui va permettre à toutes les entreprises qu'on finance de pouvoir faire une mesure avant, après. Et alors justement, comment vous les sélectionnez, ces projets? Parce que la durabilité, voilà, nous, dans cette émission, évidemment, c'est notre cœur de métier, mais on peut en saupoudrer ou on peut en faire le cœur du business model d'une entreprise. Donc comment vous sélectionnez les projets? Alors, on a, ce qu'on disait justement, c'est que sur l'aspect durabilité, la durabilité, c'est indispensable. Après, vous avez les entreprises qui sont nées avec la dimension impact, comme Tic Tac Trip, typiquement, et puis celles qui ne sont pas nées comme ça, mais qui se soignent et qui souhaitent se transformer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, vous les accompagnez sur ce chemin. Également, exactement, avec un programme qu'on a mis en place l'année dernière, avec le financement aussi des investissements nécessaires pour transformer leur façon de produire, lancer les produits qui vont dans ce sens-là. Donc effectivement, on va dans ce sens-là. Donc on les sélectionne sur le critère de la durabilité, mais après on les sélectionne aussi sur des critères classiques économiques et sur la croissance potentielle de ces entreprises, l'attraction qu'elle a déjà, comme n'importe quel investisseur aguerri, parce que au cœur, pour avoir de l'impact, on considère qu'il faut être durable, mais durable aussi économiquement. Un dernier mot de Tic Tac Trip. Combien de clients aujourd'hui? Quelle perspective de croissance? Aujourd'hui, on est en très grosse croissance puisqu'on a fait plus que x10 depuis janvier, mois par mois. Les perspectives, c'est continuer sur ce rythme-là. On veut faire un peu plus de 4 millions de volumes fin d'année, multiplier ça par 5 donc pour faire 20 millions de volumes l'année d'après et d'atteindre en 2024 plus de 60 millions. Donc ça, c'est un objectif et je pense qu'on va les atteindre. Et ben voilà, bon vent à vous. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce financement participatif de Tic Tac Trip mené par Tudigo. On passe tout de suite à la rubrique Smart Ideas de cette émission. Une start-up éco-responsable en pleine lumière. Bonjour Élodie Géba, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la cofondatrice de Lilae, créée avec Anne Gaspard en avril de l'année dernière, avril 2021. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi l'idée? Alors l'idée à la base, elle vient de notre amitié avec Anne. Anne a une spécialité en robotique et moi en environnement. Et elle a eu l'occasion pendant ses études de travailler sur un sous-marin téléguidé. Pendant que moi j'étais en thèse et donc j'avais besoin d'outils pour surveiller la qualité des eaux durant cette thèse-là. Et donc c'est là où on a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Donc à la base, c'était vraiment un projet entre amis. Et en sortant de nos études, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose de ce projet et le mener plus loin, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de besoins sur le terrain et les acteurs de l'eau, en fait, ne trouvaient pas forcément
chaussures à leurs pieds, j'ai envie de dire. Donc on s'est dit que voilà, fallait vraiment qu'on les aide là-dessus. Alors il ressemble à quoi ce sous-marin téléguidé? Quelle taille, quel poids, quelle utilisation, jusqu'à quelle profondeur il peut aller, etc. Pour l'instant, il est assez gros encore. Ouais. Là, on est en train de le retravailler, on essaie de le réduire. C'est un gros cube. Globalement, c'est un gros cube qui fait 60 cm à peu près de dimension. Donc là, il est capable de plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il embarque une foultitude de capteurs, ce qui nous permet d'avoir l'idée de la bonne ou de la mauvaise qualité des eaux. Il embarque également des caméras. Et donc, avec tout ça, on est capable de donner les impacts de différents rejets, par exemple sur la qualité, un état de santé de l'écosystème, ce genre de choses. Alors vous êtes incubé chez Euratech, c'est Oui, ça, c'est ça. Donc vous en êtes à quelle phase de développement de l'ILAE? Alors on vient de terminer nos développements avec le sous-marin, mais aussi avec la station de surveillance, puisqu'on a été même un peu après plus loin en créant l'entreprise. On a créé une station de surveillance flottante qui, là, pareil, embarque aussi ces capteurs-là et qui renvoie les données à distance. Et donc le client peut, sur une interface, visualiser toute l'évolution de ces données-là et être prévenu si jamais un souci arrive, en fait. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'aider à prévenir toute pollution, toute perturbation et d'éviter tout désastre écologique ou sanitaire qu'on pourrait voir. Et donc là, à l'heure actuelle, ces développements sont finis et on commence, c'est vraiment la grosse période pour nous, on commence le développement commercial. Donc là, on a nos premiers contrats qui commencent en septembre. Ouais. Donc voilà, c'est la période de transition entre la start-up dans les starting blocks et la transformation. Et alors justement, les premiers clients, les cas d'usage, quels sont-ils? C'est finalement assez varié. On a des collectivités, des institutions, bien sûr, puisque c'est eux qui ont les compétences réglementaires sur ces sujets-là. On a aussi des bureaux d'études. Des bureaux d'études, que ce soit sur des bureaux d'études environnementaux, mais aussi des bureaux d'études qui interviennent sur du suivi d'impact de travaux, par exemple. Et puis, on a également des entreprises classées ICPE. On rappelle ce que ça veut dire, ICPE. Installation classée protection environnement. Donc là, qui ont des obligations, si elles rejettent de l'eau dans les milieux, de s'assurer qu'elles ne polluent pas. Et donc, je reviens au cas d'usage, c'est en eau douce, c'est ça? C'est en eau douce, oui. Vous allez intervenir, sur une rivière à proximité d'une usine, par exemple? Par exemple, on intervient sur lacs, étangs, rivières, canaux, sur des bassins de rétention. On intervient essentiellement en eau douce, puisqu'il existait quand même pas mal de solutions pour les océans. Et on s'est rendu compte que l'eau douce, qui est pourtant celle qui nous fait vivre, se retrouvait un peu démunie au milieu de tout ça. Donc nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous, c'était notre expertise aussi avant de commencer. Et là, concrètement parlant, c'est des solutions qui sont proposées en prestation de service ou en location. Nous, on arrive, on a déjà fait une étude préalable avec le client pour lui permettre d'optimiser sa surveillance et de pouvoir vraiment en tirer un vrai apport par la suite. On déploie soit la station, soit le sous-marin. On est toujours au contact avec le client, on va l'aider à comprendre les données, lui donner aussi des conseils, donc quelles pourraient être les causes, quelles pourraient être aussi les actions à mettre en place pour éviter tout problème. Et donc voilà, concrètement, voilà comment ça se passe avec nos bottes sur le bord de l'eau. D'ailleurs, ça veut dire quoi, l'ILAE? Ça vient d'où, ce nom? Alors, c'est une naïade dans la mythologie grecque. Donc, les naïades sont des nymphes qui protègent les eaux douces. Donc voilà, c'était nos valeurs. Donc, on s'est dit que, étant passionnés toutes les deux de mythologie, le nom est bien choisi. Merci beaucoup, Élodie Géba. Bon vent à vos sous-marins l'ILAE. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.